Bonjour. Au lendemain de la très belle visioconférence qu'Alain Groret nous a offerte, Cultiver la non-violence envers soi-même, nous souhaitons laisser une mémoire de ce que nous avons partagé ensemble hier avec un replay light pour que ce cheminement qui nous a été proposé soit gardé en mémoire. Cultiver la non-violence envers soi-même relève de l'approche humaniste dont l'association se réclame et se place en complément du travail en cours, à savoir le lien d'attachement et la communication ou une recherche de cohérence et d'authenticité de soi-même et de son lien aux autres. Donc Alain Groret, en pédagogue averti, a pensé les liens entre la culture orientale et la culture occidentale pour nous proposer des repères, clés de compréhension des philosophies indiennes. Marie Barra, de notre association, qui a permis cette rencontre, introduira ce replay en nous proposant un témoignage de sa propre expérience. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Marie Barra, membre de l'équipe des Saint-Exupériens. J'ai suivi une formation de relaxologue, diététicienne et anime des sessions de méditation pleine présence. C'est par le biais de mon métier, de rencontres, que j'ai pu constater que nombre de personnes se faisaient violence sans même s'en rendre compte. Personnellement, j'étais en état d'urgence chronique et bien sûr, état d'urgence chronique signifie stress et stress signifiant violence envers soi. C'est à travers les traditions indiennes que j'ai pu dépasser cet état d'urgence chronique. En effet, j'ai commencé à pratiquer le yoga il y a plusieurs années et c'est par ce biais que j'ai pu constater que mon corps était en état de tension permanente et que ces tensions étaient dues au stress, à des surcharges émotionnelles et mes ruminations. Ces derniers perturbaient mes humeurs et ma santé physique. La colère étant l'expression la plus palpable du dérèglement de mes humeurs. En colère, nous irritons notre esprit, nous perdons notre calme et nous faisons du mal à notre entourage. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner à la violence. Donc l'environnement familial, l'éducation, la société, le rythme de la société actuelle et aussi l'environnement social. Je reviens sur mon expérience, la relaxation, donc la méditation, m'ont permis de développer une vigilance à mon état intérieur et qui me permettait de dépasser donc tous ces obstacles à la paix intérieure. Et donc, dépassant ces obstacles, je retrouvais la douceur et l'apaisement. Ces outils sont abordables à tous. Et dans ce contexte, j'ai développé depuis quelques années un programme qui s'appelle Sentez-vous bien, où j'allie donc relaxation et méditation, surtout relaxation et la diététique, l'alimentation étant un élément important aussi, dans la non-irritation corporelle et aussi mentale. Ce programme se déroule en Haute-Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice par le biais de l'association La Ruchette, qui est un centre d'espace de vie sociale. Bien, voilà. Maintenant, je laisse la parole à Alain, qui a aussi beaucoup travaillé donc sur ce sujet et qui pourra en développer différents aspects et à travers vos questions. Au cours de cette présentation, j'essaye de rester fidèle à l'inspiration d'Arne Naess, philosophe norvégien qui a écrit « Ce dont nous manquons le plus, c'est de compréhension et de sagesse ». Nous verrons justement l'importance de la compréhension, s'agissant en particulier de la définition des termes qui composent la thématique de ce soir, cultiver la non-violence envers soi-même. S'agissant maintenant de l'introduction, elle comporte 3 segments, contexte, besoin et objectif. Je crois qu'il est très important de tenir compte du contexte dans lequel nous nous trouvons, fait de crises multiples, d'une croissance même des crises et d'une complexité grandissante.
On ne peut en effet écarter cet enveloppement de la violence, cette omniprésence autour de nous, quand bien même le sujet porte essentiellement sur la non-violence envers soi-même, comme si finalement on pouvait réfléchir à la non-violence envers soi-même en excluant le contexte dans lequel nous nous trouvons. Or, nous interagissons avec ce contexte et nous sommes profondément influencés par ce contexte qui se heurte justement à nos besoins, qu'il s'agisse des besoins fondamentaux, physiques en particulier, et des autres besoins sociaux, économiques, affectifs et peut-être aussi des besoins métaphysiques, donc de compréhension, de connaissance, de tranquillité intérieure et bien évidemment des besoins de beauté dans un monde passablement abîmé par l'activité humaine. Quant aux objectifs, ils sont au nombre de 3. Il me semble important, donc, comme je le disais précédemment, de développer notre compréhension en s'attardant sur le sens des mots. C'est la raison pour laquelle j'ai placé le plan dans ce bandeau à gauche sur fond noir que vous retrouverez assez régulièrement au cours de la présentation des différents écrans. Examiner aussi les obstacles à la paix, c'est en écho justement avec le développement de la compréhension, dans la mesure où la compréhension du contexte de violent, externe, interne, au niveau interne marqué bien évidemment par la prolifération des émotions conflictuelles qui perturbent le mental. Il s'agit donc de voir à quel point ce contexte est omniprésent, comme je le disais tout à l'heure, marque nos esprits, et en même temps il est aussi important d'examiner ses causes pour en mieux comprendre les effets. Enfin, pour se décaler un petit peu des représentations de nous-mêmes, représentations occidentales, système de pensée occidental, il est bien, me semble-t-il, de se décaler de soi, de se décaler de nos acquis, de nos habitudes de pensée, et d'essayer d'apprécier l'apport de 3 traditions de sagesse indienne, ici le bouddhisme, le yoga de Patanjali, de traditions qui remontent aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ, et la pensée non duelle, l'Advaita Vedanta. Vous verrez sa pertinence au fur et à mesure de l'exposé. Arrivé au terme de ce chapitre, que pourrait-on retenir d'essentiel ? La définition des termes qui composent l'expression « cultiver la non-violence envers soi-même » met en lumière 2 actions possibles, l'observation et l'action. Observer, en effet, ce qui ne dépend pas de nous et qui confirme l'omniprésence de la violence, sur ces phénomènes, nous ne pouvons exercer aucun poids. En revanche, nous pouvons réfléchir à leurs causes, à leurs manifestations, comme nous avons essayé de le faire en examinant la généalogie des réflexions sur la violence et leurs causes. Nous pouvons agir sur ce qui dépend de nous et mobilise donc notre volonté. C'est pourquoi nous pouvons développer notre compréhension de ce qui se produit en nous, l'accepter et refuser ce qui nous semble intolérable. Nous pouvons également cultiver les savoirs utiles qui vont augmenter notre sensation de vie et d'équilibre. C'est le propos justement des prochains chapitres. Finalement, dans le module 1, au chapitre 1, j'ai essayé de montrer, de façon courte, mais ça nous a pris quand même beaucoup de temps, j'ai essayé de montrer qu'il y a tout un environnement, cet effet d'enrobage dont j'ai parlé en introduction. La violence est omniprésente. Donc, on ne peut pas parler de la culture de la non-violence envers soi-même sans tenir compte de l'ensemble de l'environnement. Donc, l'idée dans la construction de cette présentation, c'est de montrer l'importance d'une approche systémique, globale, holiste. Maintenant, si on fait un focus effectivement sur ce que nous sommes, il y a 2 notions capitales, c'est l'ego et le soi, puisqu'on a l'expression envers soi-même dans l'expression de la thématique. Alors, en termes de synthèse, sur cette partie qui est plus courte, il faut bien comprendre que ego, soi, non-soi, que j'ai mis ici en blanc parce qu'il ne correspond pas à la pensée duelle indienne, il est plutôt la pensée bouddhiste, qui se démarque fondamentalement de la pensée traditionnelle indienne. On opère des distinctions dans la langue, mais ces distinctions sont artificielles, elles sont conceptuelles. Elles visent à catégoriser et à représenter nos expériences. Mais fondamentalement, ce qui compte, c'est de ressentir justement, au-delà des vicissitudes de l'ego individuel, c'est de ressentir l'omniprésence, la présence plénière de la plénitude en nous. Cela peut se représenter de la façon suivante. Ce qu'on appelle moksha en sanskrit, la libération, cette tentative pour sortir de la souffrance,
sortir du malheur dans lequel se trouve, on le traduit par libération, délivrance, se délivrer de quelque chose. L'ego, en fait, il est tellement omniprésent qu'il va masquer, il faut essayer de voir ça en 3D, il va être une gangue qui masque la présence du soi, c'est-à-dire de la réalité ultime en nous. La pratique spirituelle, la pratique discriminante, la pratique de la connaissance et de la compréhension va faire réduire la puissance de l'ego. Il va devenir finalement évanescent. Et là, dans ce schéma qui va de gauche à droite, je reprends une peinture traditionnelle du 19e siècle de Boulaki qui représente les 3 aspects de l'absolu, mais dans l'autre sens. L'or représente le soi, la réalité fondamentalement non duelle, indicible, non représentable. On trouve la même chose en écho dans la tradition occidentale avec l'art des icônes. Dieu n'est jamais représenté dans les icônes orthodoxes ou grecques, il est symbolisé par la présence de l'or. Alors étonnamment, c'est incroyable, Boulaki ne connaît rien à la tradition orthodoxe, les orthodoxes ne connaissent rien à la tradition indienne, enfin de ce que l'on en sait. Et il représente l'indicible par le même symbolisme, l'or. Et si on lit de gauche à droite, cette fois, on voit que finalement, l'ego émerge de la plénitude absolue, mais que cette plénitude absolue est toujours présente dans la 3e figurine, avec la matérialité, cette fois, qui est très perceptible, avec la représentation grise de la Terre. Autrement dit, on cherche à nous montrer, et je pense que psychologiquement, pour nous aujourd'hui, c'est très important, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de ressenti. Il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a une omniprésence de l'ultime, et charge à nous, justement, de nous relier, à cette présence. Alors, si vous avez des questions. Sur cette deuxième partie. Alors, alors je ne sais pas s'il y a des questions, apparemment ça n'apparaît pas tout de suite. Par rapport à la discussion que tu viens d'avoir entre l'ego et le soi, tu te souviens de l'exemple que je t'ai donné, qui est un exemple très simple, j'essayais justement de comprendre. Est-ce que tu pourrais reprendre cet exemple? Est-ce qu'il est intéressant à reprendre? Oui. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer, ou ça va être trop difficile? Parce que si on part de mon exemple, qui est d'une simplicité absolue et complètement tangible, parce que l'expérience que je t'ai proposée, chacun peut la vivre dans son jardin tous les jours, et si tu la relis à ce cheminement pictural que tu nous as proposé. Oui, alors, Marianique mentionnait une expérience dans son jardin. C'était des roses, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Marianique, tu n'as pas attrapé la rose. Tu l'as sentie. Non, j'étais dans le regard. J'avais le regard dans mes roses. Voilà. Alors, c'est juste une remarque culturelle qui me semble intéressante. C'est que dans la poésie occidentale, anglaise en particulier, les Anglais adorent les roses. Alors, je ne me rappelle plus le nom du poète anglais, excusez-moi, mais dans la poésie occidentale, anglaise en particulier, mais on trouverait aussi des exemples dans la littérature allemande, chez Novalis en particulier, ou dans la littérature française, je pense à Balzac aussi, on va attraper la rose, on va la couper, on va la sentir, on va se l'approprier, il va y avoir une saisie. Dans la poésie en particulier japonaise, comme les haïkus ou les œuvres poétiques d'un grand maître Zen Soto Dogen, on se contente de contempler. On ne saisit pas, on n'attrape pas. Est-ce que Marianique, voilà, alors Marianique est un peu japonaise, et par rapport à la peinture de Boulaki, c'est exactement ça. Imaginons que sur la partie droite, ça soit Marianique. Imaginons que le gris soit les roses. Donc, le personnage est assis en tailleur. Il est en contact. Marianique, tu es en contact visuel. Et tout d'un coup, tu ressens une espèce de plénitude sensorielle dans le ressenti du parfum, esthétique, à la vision de la beauté naturelle des choses, la beauté en particulier de la rose.
et ça crée une résonance en toi. Le parfum parfume ton esprit, d'une certaine façon, et te relie en fait à la partie gauche de la peinture de Boulaki. C'est-à-dire qu'il y a un moment de rupture dans la saisie dualiste sujet-objet qui fait que le théâtre tombe, la scène s'effondre. Il n'y a plus le sujet, il n'y a plus l'objet, il y a l'expérience non duelle, qui est une expérience ici esthétique, olfactive, visuelle, mais qui est un prémisse de ce dont on parle quand on parle du soi dans la pensée non duelle indienne. Autrement dit, d'une façon pratique et pour faire court, il s'agit non seulement de se remémorer ces expériences, mais d'être attentif non pas à les retrouver volontairement, mais à se placer dans des dispositions mentales qui nous permettent l'expérience de la non-dualité. Autrement dit, au lieu de s'accaparer une chose, de la saisir parce qu'elle est belle, on la contemple. Donc il n'y a pas une force motrice tendue vers l'action, il y a une force motrice tendue vers la contemplation. Autrement dit, vers un effort intérieur de conversion. Et c'est cet effort de conversion, si on lit entre guillemets la peinture de Boulaki, cette fois de droite à gauche, on a le tracé de cette expérience. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne perçoit même plus la fleur. On ne sait même plus que c'est une fleur. On a même oublié le concept de fleur. Parce que dès qu'on nomme une chose, on la saisit par les mots. On n'est que dans l'expérience. Et c'est ce qu'on nous montre au milieu de la peinture. On est dans l'expérience. Il y a un sujet qui est réduit à son minima. Et à un moment donné, comme un petit peu dans le sommeil profond, mais le sommeil profond, il n'y a pas de clarté, c'est sombre. Ici, dans l'expérience intégrale du soi, il y a la clarté représentée par l'or, la lumière de la connaissance omnisciente, la lumière de la connaissance pleinement éveillée, c'est-à-dire pleinement épanouie, pleinement mûre. Là, j'en parle comme ça en mots, mais moi, j'en ai pas l'expérience. Je n'ai pas réalisé ça. Donc, ce que je dis, c'est théorique. Ça n'a pas grande valeur. Ça n'a de valeur que comme cartographie, c'est-à-dire comme moyen de repérer la qualité de ces expériences pour essayer le plus possible de parfumer sa vie, comme on parfume son esprit par l'étude, la compréhension, les belles choses, les beaux mots. On évite la grossièreté, la lourdeur, ce qui est tamasique. On cultive l'harmonie, ce qui est sattvique. Et on parfume son esprit avec l'or, la plénitude. Et à ce moment-là, par un phénomène de vase communicant, la lourdeur, l'égoïsme, la méchanceté s'étiolent pour laisser place à la plénitude de l'expérience, qui est notre véritable nature. Donc il s'agit de lire finalement notre vie et de lire l'expression « cultiver la non-violence envers soi-même », non pas comme une culture seulement du refus, mais une culture du développement, des actions positives et qualitatives qui vont nous relier à la plénitude du soi. Donc, pour enchaîner, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais pour enchaîner avec la suite, c'est que l'expérience dont tu parles, dont on a tous vécu la teneur, la richesse, c'est que d'une part, on oublie, elle n'est pas suffisamment puissante pour bouleverser notre vie, et en même temps, elle est acculée au mur dans la mesure où le désir et l'ignorance, c'est le chapitre 3, sont omniprésents et interfèrent toujours, et empoisonnent finalement notre expérience au quotidien. On retiendra que je lis là, hein, que le désir caractérise l'avidité de l'ego, le désir procède de l'ignorance, et que l'ignorance, donc de notre véritable nature, est la racine de notre affliction, de notre douleur, et également la racine des émotions négatives. Autrement dit, si on relie le thème « Cultiver la non-violence envers soi-même », on aurait tout intérêt à le faire à la lumière des notions de désir et d'ignorance. Alors, moi, j'ai un mot qui me vient dans ce que tu dis. J'ai eu le mot bonté qui m'est venu en t'écoutant. Alors, je ne sais plus par rapport à quoi j'ai pensé bonté, mais voilà. Alors, bonté, c'est un mot de l'histoire catholique. Hein, Non, pas seulement.
justement. On va en parler après. On va en parler après. On va y venir après. Ouais. D'accord. Mais vas-y alors. Hein. Non, c'était pour te faire réagir, parce que j'ai dit bonté, mais Mais on verra ça dans les pratiques, en fait, à la fin. Et c'est vrai, quand on parle, je fais à nouveau très court, mais si on veut des associations de termes, et si on veut faire comme l'a fait le philosophe Épicure quand il s'adressait à ses disciples, il a, il a dit des choses extraordinaires au niveau de la méthode. Il a dit, ça sert à rien de lire des gros livres ou mes travaux, etc. Contentez-vous de lire et de mémoriser mes résumés, mes synthèses. Et quand on regarde les synthèses, bon, il nous reste peu de choses hein, d'Épicure, quelques lettres. Malheureusement, l'œuvre complète a disparu. On a des traces qui nous viennent de Diogène Laërce en particulier sur l'histoire des philosophes antiques. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la méthodologie, on retrouve ce qu'on voit dans le monde indien et le monde tibétain, à savoir, on va chercher à mémoriser des mots-clés. Et là, tu viens de donner un mot-clé. Parce que cultiver la non-violence, par effet de miroir, si on inverse le terme, on pourrait très bien dire cultiver la bonté envers soi-même. Et même la bonté en nous-mêmes. À ce moment-là, ça serait encore autre chose. C'est ce que font justement... alors les approches chrétiennes, c'est très bien. Hein, les approches tibétaines, bouddhistes tibétaines, et bouddhistes en général, puisqu'ils considèrent que fondamentalement, l'être humain est sain, l'être humain est bon. Il est fondamentalement bon. Alors tout à l'heure, je disais, et je termine avec ça, la pensée indienne considère que l'être humain est fondamentalement malade. Il est fondamentalement malade parce qu'il est ignorant. Mais s'il était connaissant, c'est-à-dire s'il passait en sanskrit d'avidya à vidya, c'est-à-dire de l'ignorance à la connaissance, il serait fondamentalement sain. Mais cette opération n'est pas une opération de transmutation de l'ignorance, de transformation de l'ignorance en connaissance, puisque la bonté, la connaissance est sa nature véritable. C'est juste une question de glissement. C'est un petit peu, pour revenir à l'expérience du parfumage, parfumer son esprit par l'étude, par l'utilisation de mots-clés, d'association de mots-clés, de réflexion. On prend le temps de réfléchir, de méditer de façon analytique pour transformer nos concepts. Et en transformant nos concepts, on transforme notre pensée. Et en transformant notre pensée, on transforme notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes. Donc on cultive la non-violence envers soi-même de cette façon-là. Donc le fait de dire le mot bonté, c'est très important parce qu'effectivement, c'est le miroir même de la non-violence. C'est le reflet plutôt de la non-violence. C'est s'adresser au meilleur de nous-mêmes. Je passe à la suite alors, oui. Oui. Je pense que tu peux passer à la Donc suite. là, on entre dans le dur. Hein. Ce sont les émotions négatives. Mais là, je les ai traitées à la manière bouddhiste, c'est-à-dire de façon concise. Les bouddhistes sont très très forts. C'est remarquable. Le bouddhisme, c'est l'une des grandes œuvres de l'esprit humain. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Ça mériterait d'être étudié à l'école. C'est extraordinaire quand on l'étudie. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire 2 livres. Il y en a un qui va sortir à la fin mai. Je ne suis pas bouddhiste moi-même, mais j'ai eu la chance de pouvoir, on m'a donné la chance plutôt de pouvoir plonger dans le bouddhisme. Je suis plutôt dans la filiation de la pensée non duelle indienne. J'ai eu cette chance. Et en me plongeant dans le bouddhisme, je me suis rendu compte de la magnificence de la vie et de l'être humain. Mais c'est merveilleux. Le seul problème, la seule difficulté, c'est qu'il faut prendre le temps d'étudier. Or aujourd'hui, on est diverti par toutes sortes d'émotions. Ces émotions sont renforcées par les médias. Et si on passe son temps devant la télé, ou devant Internet, ou on passe son temps sur les réseaux sociaux avec son téléphone portable, on passe à côté de sa vie, quelque part. Parce qu'on n'étudie pas. L'étude, je le redis encore, c'est le parfumage. Et l'étude, et le bouddhisme l'a très bien montré,
L'étude, c'est un levier pour créer des catégories qui vont éclairer notre esprit, et pour éclairer notre esprit, nous avons besoin de concepts précis. En bref, donc les émotions négatives sont dites conflictuelles parce qu'elles viennent perturber le calme mental. Elles provoquent l'inverse de ce que je disais tout à l'heure à propos de l'ataraxie et de l'aponie chez Épicure. Elles créent des fractures dans le corps, des névroses dans le mental. Donc il s'agit dans la méthode, d'une part, de les reconnaître. Pour les reconnaître, il faut avoir les mots-clés, il faut connaître les émotions négatives principales, connaître leur agencement, leur proportion, etc. Parvenir ensuite en situation à les observer telles qu'elles se produisent, les ressentir profondément comme objet de contemplation. On peut méditer sur la colère, la jalousie de façon analytique, et enfin appliquer les remèdes qui vont permettre leur dissipation et le retour au calme. Donc maintenant, on en vient à la partie finale, qui est la partie réservée aux pratiques. Alors, dans ces pratiques, en particulier pour ce qui concerne le yoga, ce que j'ai dit sur la pensée non duelle indienne, très générale, on est vraiment dans des choses grossières, entre guillemets, parce que c'est tellement général, on n'a pas le temps, il faudrait plusieurs séances pour approfondir le sujet. Donc on est simplement dans la pellicule externe, on est en train de barboter à la surface de l'océan, et de temps en temps, on voit quelques lumières. Donc ici, ces lumières sont le bouddhisme et le yoga. Donc en synthèse, sur le yoga, il s'agit donc d'observer sa vie, comment on fonctionne, non pas comme une machine, mais comme un être sensible. Méfiez-vous de ce que nous disent aujourd'hui, à mon avis, il faut se méfier de ce que nous disent les sciences cognitives, les neurosciences, qui, d'un point de vue matérialiste, nous assimilent à des machines. Ça fait les beaux jours du transhumanisme, ça. Je l'explique justement dans mon livre. Ça fait les beaux jours parce que un individu qui, sur le réseau social, LinkedIn professionnel, un jeune qui est dans une école d'informatique, se prend en photo avec une pancarte et met « je suis une machine », effectivement, il peut très bien penser que si on est une machine, on souffre moins, parce qu'on a des automatismes. Mais on oublie cette dimension de sensibilité. Donc quand on dit examiner son mode de vie, c'est d'un point de vue sensible. Et c'est comprendre aussi l'importance de la volonté, parce qu'on peut agir sur ce qui dépend directement de nous. Et puis parallèlement, on l'a vu très brièvement, avec l'alimentation, le contentement, la non-nuisance. Il s'agit de sublimer sa vie personnelle en ayant de la considération pour les autres, du respect pour les autres, de la bienveillance et de l'écoute à l'égard des autres. Tout ça, c'est une discipline intégrale de vie. C'est pour ça que un des grands maîtres indiens, Sri Aurobindo, a parlé de yoga intégral. C'est une approche holiste, de la même façon que ce que l'on a dit à propos d'Arne Naes et l'écosophie. Moi, j'ai entendu l'interview de deux jeunes, c'était 1 heure, je crois, sur une chaîne de radio. C'était un garçon et une fille. J'ai trouvé remarquable ce qu'ils ont dit. Alors, les parents parlent de sacrifice, ils sacrifient leur carrière, l'école est très étonnée, parce qu'ils auraient pu avoir des salaires mirobolants dans l'agroalimentaire, et ils sont dans le refus. Ouais. Le refus de faire carrière au nom du monde vivant. C'est exceptionnel d'entendre des gens de 21, 22 ans, un peu plus, peut-être 23, dire des choses pareilles aujourd'hui, alors que bon nombre de gens ont été conditionnés au carriérisme. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'en même temps, il y a un besoin de sécurité matérielle qui est tout à fait louable et normal. Mais là, ces deux jeunes disaient c'est trop urgent, c'est très important, c'est un engagement du cœur. Donc, je trouvais ça très touchant, très vraiment. Oui, mais belle action. ils sont nombreux à désembarquer. Ils sont nombreux, c'est ça, c'est incroyable. Et l'école est très inquiète, hein, la direction est très inquiète. Oui, parce qu'ils ont un partenariat avec les grosses infrastructures agroalimentaires européennes, donc ils sont très inquiets. Oui, que l'école soit inquiète,
on n'en doute pas. Par contre, de la part des parents, enfin, moi, je ne connaissais pas l'expression de la réaction des parents, je trouve que de la part des parents, c'est pas chouette. C'est ne pas soutenir, enfin, s'opposer à ce genre de choses, c'est être envahi par ses propres peurs et ne pas voir la force de vie que cela représente chez ces jeunes. Et on pourrait plutôt en être fier de ce type de réaction. Mais En tant maintenant, que parent. avec l'effondrement du monde vivant, les problèmes sociaux récurrents, le manque d'argent, on peut comprendre. C'est très dur aujourd'hui, très très dur. Quand on n'est pas du bon côté, c'est très dur. Donc, je pense qu'il y a des parents qui, de façon louable, s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, même si quand ils entendent les collapsologues, qui lisent les livres de Glenn Albrecht dont on parlait au début, sur les émotions de la Terre, c'est vrai que si on fait un arrêt sur image, on se dit, mais bon, on est collapsologue, c'est foutu, quoi. Personne ne respecte depuis tant d'années les conseils du GIEC. Les accords de Paris, on s'assoit dessus. Et aujourd'hui, il a fait 28 degrés, 30 degrés, 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et cela apparemment provoqué par l'activité humaine. Donc c'est complètement incohérent. Et je pense que pour des jeunes, c'est très difficile à vivre. Hein. Très difficile. Donc la conclusion générale, toujours avec quelques mots-clés, cultiver, mémoriser, comprendre, commencer. Puis après, vous verrez aussi s'inspirer peut-être avec les 2 dernières diapos. Dans cultiver, moi j'entends agir ou subir. On a vu qu'il y avait des choses qui dépendaient de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. La juste frontière entre les deux est délicate. Maintenant, au niveau de la violence qu'on exerce contre soi, on a effectivement la possibilité de la surmonter ou d'acquiescer. Donc on agit ou on subit. Moi, je peux tout à fait comprendre, d'un point de vue personnel, je parle, de gens qui se mortifient. Parce que l'expérience douloureuse, quand elle est continue et qu'elle semble sans issue, il y a effectivement de quoi la cultiver, parce que on sait très bien qu'elle nous surmontera et qu'on n'y échappera pas. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance sociale, ça peut être une souffrance morale. Donc quelque part, on est prisonnier dans un monde relatif, indiscutablement. Et aujourd'hui, ce monde relatif est extrêmement puissant. Et il renverse les plus faibles. On retourne quasiment au stade de la théorie de l'évolution de Darwin, où les plus faibles sont mis de côté, où les plus faibles risquent gros. Moi, j'ai été hospitalisé pour une forme grave du Covid. J'ai entendu, une fois que j'allais mieux, j'ai entendu des soignants, des choses bouleversantes. Dire, par exemple, que la majorité des gens qui décèdent en soins intensifs sont des gens pauvres. Le chiffre à l'hôpital d'Annonay où je me trouvais en Ardèche, 72%. Les gens de moins de 62 ans décèdent parce qu'ils sont pauvres. Et ils décèdent parce qu'ils sont pauvres, mais ils sont pauvres parce qu'ils mangent mal, ils sont pauvres parce qu'ils vivent un stress constant, leur vie n'est que douleur psychologique, familiale, sociale, professionnelle. Quand c'est pas professionnel, c'est la détresse du chômage, c'est la détresse de l'abandon. C'est terrible quand on entend ça. Donc on se dit effectivement ces gens-là subissent. Donc quand on voit Gandhi qui se révolte contre l'hégémonie coloniale, on peut très bien comprendre que c'est une action qui va avoir des conséquences violentes. Hein. Il y a quand même eu des morts. Hein. Mais quelque part, c'est un moment où on dit stop, ça suffit. Ça suffit. Alors, ça ne veut pas dire que les paroles que je suis en train de prononcer ont un écho politique, qu'il faut être socialiste, mélanchoniste, de droite, d'extrême droite ou je ne sais quoi. Non. Ça veut dire que dans cultiver la non-violence envers soi-même,
cultiver suppose un rayonnement de soi aux autres. Et on ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas. C'est un bonheur artificiel. Comment peut-on, en détruisant la planète, quand on pense qu'il y a des gens qui détiennent des paquebots, entre autres, des gens des Émirats arabes, qui consomment par jour 4000 litres de fuel. Alors, on comprend qu'un journaliste ait écrit un livre, les riches détruisent la planète. Moi, j'ai rien contre les riches. Mais il y a un moment donné, on se dit que on a beau cultiver la non-violence envers soi-même, on ne voit que violence autour de soi. C'est dur, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi, et je l'ai mis sur fond jaune, il y a des aspects éminemment positifs. On peut, et je reprends l'idée du parfumage, qui est une idée spécifiquement indienne, on peut parfumer son esprit par l'étude, par la mémorisation des principes, c'est-à-dire des mots-clés, des actes positifs, des actes négatifs à réfuter. On peut de ce fait, en étudiant, en méditant, en analysant par la réflexion, c'est aussi une pratique. Méditer, ce n'est pas que s'asseoir. Méditer, c'est aussi réfléchir. On a un cerveau, utilisons-le et faisons-le avant que les systèmes d'intelligence artificielle le fassent à notre place. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Une fois qu'on aura baissé le niveau intellectuel, baissé le niveau de réflexion et que les gens comprendront rien, ou peu de choses, ça sera facile de les conditionner. Donc il nous faut renforcer ce courage, fortifier cette détermination à la mémorisation des principes pour bouleverser à un tout petit niveau, même invisible, notre vie. Ça ne se voit pas, personne ne se rend compte qu'on s'est transformé intérieurement. Personne ne le voit, on passe inaperçu. Et puis, à force de détermination, de clarification, eh bien, on va essayer de faire un commencement, un début. Et ce début peut être totalement modeste et peut commencer d'ailleurs avec, là je termine, avec ce qu'a dit justement Marie-Annick à propos du parfumage. On peut essayer de trouver cet océan qui est l'image de la plénitude. On sort du fjord norvégien et on retrouve l'immensité. Le fjord en question, ici, il n'est pas séparé de l'océan, il s'y jette de la même façon que notre ego vient se fondre dans l'immensité de l'expérience du soi, si on parle selon la terminologie de la pensée indienne non duelle. Voilà, je vous remercie, j'ai été long, mais bon, j'avais beaucoup fait, peut-être trop. Donc on peut s'inspirer de la beauté comme un chemin pour se relier à l'essentiel en nous. Il y a encore des beaux paysages, il y a encore des belles choses sur la Terre. Voilà. Merci beaucoup. Marie, je te laisse t'adresser à Alain. Oui, je voulais bien sûr le remercier de nous avoir fait une synthèse de ces longs enseignements profonds, c'est pas évident. Et puis donc j'espère que ça va être porteur pour ceux qui ont pu écouter jusqu'à la fin. C'est sûr que ces enseignements, ça nous bouscule un petit peu, mais bon, si on se bouscule pas, peut-être qu'on va avoir du mal à avancer au niveau spirituel, qu'au niveau du respect de la planète, du respect de soi, de la vie en général. Très bien, merci. Bonne soirée à tous, merci. Au revoir. Au revoir. À tous, merci Alain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dormez bien, laissez bien venir le sommeil vous enrober après cette belle soirée. Au revoir.